Bloque-moi pour que je ne sois pas tenté, maître supplia TL après la dispute. Je lui ai rendu ce service. Maintenant elle m'envoie des DM depuis de faux profils Instagram en disant qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Elle a dit que je freinais son potentiel entrepreneurial et que mon emploi au gouvernement me donnait l'air sans ambition aux yeux des bonnes personnes. Je soutenais ses rêves depuis 4 ans, mais apparemment la stabilité n'était plus ce qu'elle voulait. Je suis Mitchell, 29 ans, travaillant comme analyste budgétaire municipal à Denver, gagnant 98 000 par an. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail stable qui me permet de bien dormir la nuit en sachant que les finances de la ville sont en ordre et que je construis quelque chose de solide pour mon avenir. J'étais avec Iris depuis 4 ans, la regardant poursuivre une entreprise commerciale après l'autre pendant que je maintenais notre vie stable et prévisible. Elle se disait coordinatrice indépendante de planification d'événements, bien que la plupart des mois je couvrais 80% du loyer de notre loft au centre-ville pendant qu'elle bâtissait ce qu'elle insistait être son empire créatif. Le loyer seul était de 2004 cents par mois, et je ne me suis jamais plaint d'en assumer la majeure partie car je croyais que nous construisions quelque chose ensemble, investissant dans un avenir commun qui finirait par payer pour nous deux. L'année dernière, j'ai effacé sa dette de carte de crédit de 8 000 $ sans une seule dispute, pensant que c'était juste un soutien temporaire pendant qu'elle lançait son entreprise. J'ai même financé son activité secondaire de traiteur spécialisé dans les planches de sandwichs artisanaux, regardant 2 000 $ disparaître dans des ingrédients biologiques et des planches de présentation faites à la main pour des événements qui ne se sont jamais concrétisés comme elle les avait imaginés dans ses plans d'affaires détaillés. Elle avait ce carnet rempli de croquis d'arrangements alimentaires élaborés et de structures de prix qui semblaient impressionnants sur papier, mais qui ne se traduisaient jamais par des clients payants réels ou un revenu durable. Je voulais sincèrement soutenir ses ambitions et son énergie créative, admirant sa volonté de prendre des risques et de poursuivre des rêves qui semblaient impossiblement optimistes à mon esprit analytique. Mais quelque part en cours de route, mon poste stable au gouvernement a cessé d'être le fondement de notre stabilité pour devenir une source d'embarras qu'elle essayait de minimiser lors des réunions sociales. Cela a commencé lorsqu'elle s'est connectée avec ce nouveau cercle social dirigé par une femme nommée Savannah qui prêchait constamment sur la dynamique des couples de pouvoir et l'ascension sociale par les relations amoureuses comme si l'amour était une sorte de fusion d'entreprises stratégiques. Savannah semblait avoir une opinion sur tout, des quartiers où il valait la peine de vivre aux carrières qui démontraient une véritable ambition par opposition à se contenter de la sécurité. Soudainement, mon approche méthodique de la budgétisation et de la planification à long terme n'était plus une gestion financière responsable. C'était une pensée de pénurie qui limitait ses connexions avec des gens plus entrepreneuriaux qui comprenaient la mentalité d'abondance. Je regardais Iris faire défiler les publications sur les réseaux sociaux du groupe de Savannah, voyant des photos de couples dans des restaurants chers et des événements de luxe, son expression devenant plus distante et insatisfaite chaque fois qu'elle comparait notre vie tranquille à leurs moments forts soigneusement sélectionnés. Elle a commencé à utiliser des expressions comme mentalité de croissance et pensée d'abondance. Des mots qui faisaient en quelque sorte passer ma planification financière prudente pour un défaut de caractère plutôt que la raison pour laquelle elle pouvait se permettre de poursuivre ses rêves sans se soucier du loyer ou des factures. Lorsque j'ai suggéré que nous commencions à épargner pour un acompte sur une maison, chose pour laquelle je travaillais discrètement depuis des mois, elle levait les yeux au ciel et parlait de la façon dont les gens vraiment prospères voient plus grand que les investissements immobiliers traditionnels. Selon sa nouvelle philosophie, ma concentration sur la constitution de capitaux propres et l'établissement de racines montrait une incompréhension fondamentale de la façon dont la richesse fonctionnait réellement dans l'économie moderne. J'ai réalisé qu'elle ne construisait plus seulement une entreprise. Elle se construisait une toute nouvelle identité qui n'incluait pas quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement de la ville et préférait les soirées tranquilles à la maison aux événements de réseautage qui coûtaient 300 $ le billet juste pour l'occasion de nouer des liens qui pourraient mener à des opportunités futures. Le changement s'est produit progressivement, puis tout d'un coup, comme regarder quelqu'un se désintéresser de tout ce qui comptait pour lui auparavant. Iris a commencé à remettre en question mon manque d'ambition, ma satisfaction à l'égard d'un cheminement de carrière prévisible, ma préférence pour la sécurité financière plutôt que la prise de risque calculée qui pourrait potentiellement rapporter gros. Elle rentrait des dîners de Savannah avec des histoires de couples qui lançaient des startups ensemble, investissaient dans la crypto-monnaie ou prévoyaient de déménager dans des villes avec de meilleurs écosystèmes entrepreneuriaux. Selon sa nouvelle vision du monde, mon emploi municipal représentait tout ce qui n'allait pas avec la pensée traditionnelle sur le succès et la création de richesses. J'étais apparemment trop à l'aise avec la médiocrité, trop disposé à accepter des progrès progressifs au lieu de poursuivre des opportunités de croissance exponentielle qui étaient soi-disant disponibles pour les gens qui pensaient stratégiquement à leur carrière.
L'ironie ne m'échappait pas que mon revenu stable finançait son exploration de ses philosophies de mentalité d'abondance, payant pour les séances de coaching d'affaires et les événements de réseautage où elle apprenait à voir ma stabilité comme une limitation plutôt qu'une force. J'ai commencé à me sentir comme une contradiction ambulante dans notre vie commune. Simultanément essentiel pour maintenir notre niveau de vie et embarrassant pour ne pas incarner l'histoire de réussite entrepreneuriale que son nouveau cercle valorisait par-dessus tout. Il devenait clair qu'Iris voyait notre relation comme un tremplin vers quelque chose de plus grand et de plus impressionnant plutôt que comme une destination valant la peine d'investir et de construire ensemble. L'humiliation a atteint son paroxysme lors d'un festival de food truck branché où Iris faisait du réseautage avec des clients potentiels pour son service de traiteur. Et j'ai appris exactement ce que ses nouveaux amis pensaient vraiment de moi. J'avais accepté de l'accompagner à cet événement alimentaire artisanal au centre-ville de Denver, pensant que ce serait un samedi après-midi amusant, soutenant ses efforts de développement commercial tout en dégustant peut-être de la nourriture de rue créative ensemble. Au lieu de cela, je me suis retrouvé debout maladroitement à côté de food trucks servant des sandwichs au fromage grillé à $40 faits avec de l'huile de truffe et du fromage importé. Alors qu'Iris travaillait la foule avec une énergie et un enthousiasme que je ne l'avais pas vu diriger vers notre relation depuis des mois, elle se déplaçait à travers le festival comme si elle faisait campagne pour un poste, échangeant des cartes de visite et planifiant des réunions de suivi avec des organisateurs d'événements qui pourraient avoir besoin de ses services pour des rassemblements d'entreprises ou des fêtes privées. Savannah est arrivée avec son petit ami Marcus, qui s'est immédiatement lancé dans une conférence condescendante sur mon choix de carrière au moment où Iris m'a présenté comme son petit ami, qui travaillait dans l'analyse budgétaire municipale pour la ville de Denver. Marcus se décrivait comme un consultant en dropshipping spécialisé dans l'optimisation du commerce électronique, ce qui le qualifiait apparemment pour expliquer pourquoi les gens avec des mentalités gouvernementales comprenaient fondamentalement mal la création de richesses dans l'économie numérique moderne, selon son expertise acquise au cours de 18 mois de vente au détail en ligne modérément réussie. Ma concentration sur un revenu stable et un avancement prévisible montrait une pensée de pénurie qui ne mènerait jamais à une véritable liberté financière ou au genre de style de vie que les gens vraiment prospères appréciaient. Il a passé 20 minutes à détailler comment son entreprise en ligne générait de multiples flux de revenus passifs pendant que je gaspillais mes compétences analytiques et mon aptitude mathématique à travailler pour une institution qui décourageait activement la pensée innovante et le comportement de prise de risque entrepreneurial. Le pire n'était pas l'explication condescendante de Marcus sur pourquoi ma carrière démontrait une vision fondamentalement limitée et une pensée à petite échelle. C'était de regarder Iris hocher la tête avec enthousiasme à chaque mot dédaigneux qu'il disait sur mes choix professionnels. Elle était en fait d'accord lorsqu'il a suggéré que mon approche budgétaire conservatrice et ma concentration sur la constitution d'un fonds d'urgence reflétaient une incapacité fondamentale à penser au-delà des structures d'emploi traditionnelles qui maintenaient les gens ambitieux piégés dans la médiocrité de la classe moyenne. Lorsque j'ai tenté de mentionner que le travail municipal fournissait des services essentiels aux résidents de Denver et offrait des avantages stables que de nombreux employés du secteur privé enviaient, Iris a rapidement changé de sujet, clairement embarrassée par ma défense de l'emploi dans le secteur public et du travail gouvernemental en général. Plus tard, alors que nous marchions entre les food trucks en dégustant des corn dogs artisanaux hors de prix et des granités à la bière artisanale, elle a livré la révélation écrasante qui s'était apparemment construite dans son esprit depuis des semaines ou peut-être des mois. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace pour évoluer au-delà de notre dynamique relationnelle actuelle, expliquant que ma présence aux événements de réseautage et aux réunions d'affaires la faisait paraître sans ambition aux yeux de partenaires commerciaux potentiels qui valorisaient la pensée entrepreneuriale au-dessus de la sécurité de carrière traditionnelle. Le coup dévastateur est venu lorsqu'elle a révélé que son nouveau cercle d'amis, en particulier le groupe restreint de Savannah, demandait constamment pourquoi elle sortait avec quelqu'un qui semblait si satisfait d'une trajectoire de carrière aussi limitée et conventionnelle. Selon leur sagesse collective et leur philosophie partagée sur le succès, je fonctionnais comme sa béquille financière plutôt que comme un partenaire égal pour construire quelque chose d'innovant et de significatif ensemble pour notre avenir. Elle était sincèrement épuisée de défendre notre relation auprès de gens qui voyaient plus grand que les salaires gouvernementaux, les régimes de retraite et les ensembles d'avantages sociaux des employés qui représentaient une pensée démodée sur le développement de carrière. J'ai écouté dans un silence stupéfait alors qu'elle expliquait comment mon approche stable et méthodique de la vie freinait activement son potentiel de croissance exponentielle, tant professionnellement que personnellement, de manière qui devenait impossible à ignorer. Elle avait besoin de s'entourer exclusivement de personnes qui comprenaient que le vrai succès dans l'économie moderne nécessitait de prendre des risques calculés et de penser bien au-delà du filet de sécurité des structures d'emploi traditionnelles qui limitaient la pensée créative. Mon emploi municipal était devenu un véritable handicap dans sa quête pour s'établir au sein de la communauté entrepreneuriale de Denver,
Et elle ne pouvait pas continuer à compromettre son image professionnelle et ses opportunités de réseautage par association avec quelqu'un qui choisissait la sécurité financière plutôt que la prise de risque ambitieuse. La conversation s'est terminée par sa suggestion que peut-être nous voulions fondamentalement des choses différentes de la vie et qu'il était peut-être enfin temps de reconnaître que nos objectifs n'étaient plus compatibles avec la construction d'un quelconque avenir significatif ensemble. Debout là, parmi les food trucs hors de prix et les conversations de réseautage prétentieuses, j'ai réalisé que 4 ans de soutien financier et d'investissement émotionnel avaient été réduits à un choix de carrière embarrassant qui reflétait mal ses aspirations commerciales. La femme avec qui je planifiais un avenir m'avait essentiellement dit que je n'étais pas assez bien pour la vie qu'elle voulait construire et que ma présence nuisait activement à ses chances d'atteindre le succès qu'elle estimait mériter. Au lieu d'avoir une conversation d'adultes sur nos problèmes relationnels quand nous sommes rentrés du festival, Iris a choisi de mettre fin à notre partenariat de 4 ans par une série de messages textes de plus en plus hostiles alors qu'elle assistait à une retraite d'affaires avec le groupe de mentors de Savannah à Aspen. J'étais à mon bureau dimanche matin, examinant les projections budgétaires pour le prochain trimestre fiscal et essayant de comprendre ce qui s'était passé au festival de food truck lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages qui devenaient progressivement plus agressifs et méprisants à chaque échange. Elle a commencé par envoyer un SMS disant que la retraite du week-end lui avait donné une clarté sans précédent sur ce dont elle avait vraiment besoin dans la vie et que notre conversation au festival avait confirmé ses soupçons croissants que nous étions fondamentalement incompatibles en tant que partenaires pour l'avenir. Selon sa perspective nouvellement éclairée acquise grâce à des sessions de coaching intensives et des discussions de groupe sur la dynamique relationnelle avec d'autres entrepreneurs ambitieux, je représentais tout ce qui l'empêchait d'atteindre son plein potentiel tant dans le développement des affaires que dans la croissance personnelle. Elle a expliqué à travers une série de longs paragraphes remplis de jargon de retraite que les gens vraiment prospères faisaient des choix intentionnels pour s'entourer exclusivement d'autres personnes prospères et que ma satisfaction à l'égard de l'emploi gouvernemental démontrait une mentalité de pénurie qui était activement toxique pour la croissance entrepreneuriale et la création d'abondance. L'échange de SMS a radicalement escaladé lorsque j'ai suggéré que nous discutions de cette décision de vie monumentale en personne comme des adultes matures plutôt que de démanteler toute notre relation de 4 ans par des messages sur smartphone envoyés depuis une station de montagne de luxe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle a répondu avec une irritation évidente qu'il n'y avait absolument rien à discuter puisque je ne comprenais clairement pas les principes fondamentaux de la pensée d'abondance et de la mentalité de croissance qui régissaient les relations réussies dans le monde entrepreneurial moderne. Lorsque j'ai souligné l'ironie évidente que mon revenu municipal stable avait financé ses expériences commerciales, ses séances de coaching et ses choix de vie au cours des 4 dernières années, elle m'a accusé d'utiliser l'argent comme une arme pour contrôler et manipuler son parcours entrepreneurial vers l'indépendance. Selon son analyse psychologique inspirée de la retraite, mon soutien financier avait en fait été une forme sophistiquée de sabotage subtil spécifiquement conçue pour la maintenir émotionnellement dépendante et l'empêcher d'atteindre son véritable potentiel en tant que propriétaire d'entreprise indépendante et leader d'opinion. La conversation a atteint son point de rupture absolue lorsque j'ai mentionné que mettre fin à notre relation par SMS tout en assistant à une retraite de développement personnel coûteuse montrait un manque remarquable de respect fondamental, de considération et de décence humaine. Sa réponse a été rapide et absolument brutale, m'informant que le respect était quelque chose qui devait être gagné par des réalisations tangibles et une ambition démontrée, ce que je n'avais montré ni l'un ni l'autre pendant notre temps ensemble selon ces nouvelles normes. Elle était complètement fatiguée de prétendre que mon poste d'analyste budgétaire municipal représentait une quelconque contribution significative à la société ou à la croissance personnelle et sincèrement épuisée par l'effort constant requis pour défendre mes aspirations professionnelles limitées auprès de gens qui comprenaient réellement à quoi ressemblait le vrai succès dans l'économie du XXIe siècle. Le dernier message de notre relation est arrivé lorsqu'elle a furieusement déclaré que je devrais bloquer son numéro immédiatement afin qu'elle ne soit pas tentée de continuer à perdre son temps à discuter avec quelqu'un qui ne comprenait fondamentalement pas et ne comprendrait jamais, peu importe la patience dont elle faisait preuve. Ce simple SMS a révélé absolument tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle voyait vraiment nos années ensemble et la personne qu'elle était devenue grâce à son association avec le culte entrepreneurial de Savannah et l'industrie du développement personnel. J'ai fixé ce message pendant peut-être 30 secondes avant de réaliser qu'elle m'avait en fait donné le meilleur conseil possible, probablement l'orientation la plus précieuse qu'elle m'avait offerte en des mois de conférences condescendantes sur mon prétendu manque de vision et d'ambition. J'ai immédiatement bloqué son numéro sans envoyer de réponse, supprimé ses coordonnées de mon téléphone et de mes comptes de messagerie, et commencé à traiter notre rupture exactement comme le projet municipal systématique qu'elle était essentiellement devenue plutôt que comme la catastrophe émotionnelle qu'elle s'attendait probablement à ce que ce soit pour moi, pendant qu'elle poursuivait ses sessions de percée à Aspen, apprenant des techniques avancées de manifestation et de création.
d'abondance auprès de coachs professionnels qui facturaient des tarifs élevés pour des concepts d'entraide recyclés. J'ai passé le reste de l'après-midi de dimanche à documenter méthodiquement nos obligations financières partagées, nos contrats de location, nos comptes de service public et à me préparer à ce que je reconnaissais devoir être une extraction complètement systématique tant de notre appartement partagé que de notre dynamique relationnelle totalement dysfonctionnelle. Les compétences analytiques qu'Iris et ses amis entrepreneurs rejetaient comme une pensée gouvernementale allaient s'avérer extrêmement utiles pour orchestrer la rupture la plus efficace de l'histoire des employés municipaux de Denver, exécutée avec la même attention aux détails et la même planification stratégique qui rendait mes rapports budgétaires si fiables et complets. Pendant qu'Iris prolongeait sa retraite à Aspen pour des sessions de percée supplémentaires et des ateliers de manifestation avancés, je me suis coordonné avec mon frère Cole et 2 collègues de confiance de la mairie pour exécuter une opération d'extraction complète qui aurait impressionné n'importe quel coordinateur logistique. Cole travaillait dans la gestion de la construction et comprenait l'importance des déménagements efficaces, tandis que mes collègues Janet et Robert avaient aidé des amis à traverser des divorces compliqués et connaissaient la valeur d'une documentation minutieuse et d'un timing stratégique. Nous avons planifié toute l'opération pour le jeudi suivant, alors qu'Iris participerait encore à son intensif de développement personnel prolongé, nous donnant une journée complète pour retirer systématiquement chaque article que j'avais acheté pour notre espace de vie commun au cours des 4 dernières années. J'avais passé la soirée de lundi à créer une feuille de calcul complète qui détaillait chaque meuble, appareil électronique, appareils de cuisine et articles ménagers qui m'appartenaient, avec les dates d'achat, les reçus disponibles et des preuves photographiques pour éviter tout litige futur concernant la propriété. La cafetière que j'avais achetée lors de notre premier mois ensemble, le canapé modulable pour lequel j'avais économisé 3 mois, le système de télévision intelligent que j'avais recherché pendant des semaines avant d'acheter, même le mixeur coûteux qu'Iris utilisait pour ses smoothies quotidiens mais n'avait jamais proposé d'aider à payer pendant 2 ans d'utilisation régulière. Jeudi matin, mon équipe d'extraction est arrivée à 7 heures avec un camion de location et du matériel de déménagement, prête à exécuter ce que j'avais surnommé en privé Opération Nouveau Départ. Nous avons travaillé avec une précision militaire, enveloppant les meubles dans des couvertures de protection, déconnectant soigneusement le système de divertissement que j'avais passé un week-end entier à installer et mettant en boîte les articles de cuisine qui représentaient des centaines de dollars d'achats réfléchis que j'avais fait pour améliorer notre expérience culinaire commune. Le thermostat intelligent que j'avais installé lors de notre premier hiver ensemble a nécessité un retrait soigneux pour éviter d'endommager le mur, et je me suis assuré de le réinitialiser aux paramètres d'usine afin qu'Iris ne bénéficie pas de la programmation que j'avais personnalisée pour nos horaires quotidiens. Nous avons retiré les rideaux occultants que j'avais achetés pour la chambre, les systèmes d'organisation que j'avais installés dans les placards, et même le pèse-personne qui était en quelque sorte devenu une propriété commune bien que mon nom soit sur le reçu. Chaque article qui représentait mon investissement dans notre avenir commun a été systématiquement catalogué, retiré et chargé dans le camion pendant que je photographiais les espaces vides pour mes dossiers. Le moment le plus satisfaisant est survenu lorsque nous avons déconnecté le système audio haut de gamme que j'avais acheté pour la supposée entreprise de planification d'événements d'Iris, un équipement qu'elle avait utilisé exactement 2 fois pour des événements réels tout en diffusant de la musique personnelle quotidiennement pendant 3 ans. Cole s'est occupé des transferts de services publics pendant que j'appelais chaque fournisseur de services pour retirer mon nom des comptes et transférer l'entière responsabilité à Iris, en commençant par le forfait Internet Premium qui coûtait 120 $ par mois mais permettait sa gestion constante des réseaux sociaux et ses appels vidéo avec des mentors d'affaires. J'ai transféré l'électricité, le gaz, l'eau et les services de gestion des déchets entièrement à son nom, m'assurant qu'elle ferait l'expérience du coût total du maintien du style de vie auquel elle s'était habituée avec mon soutien financier. Le bail présentait un défi plus complexe, mais j'avais fait des recherches sur la loi de location du Colorado et découvert que payer la pénalité de résiliation anticipée me libérerait de toutes les obligations futures tout en laissant Iris responsable des 8 mois restants à 2004 cents par mois. J'ai rédigé un chèque pour le montant de la pénalité et soumis un avis formel à la gestion de l'immeuble, transférant effectivement la totalité du fardeau financier à quelqu'un qui avait passé des mois à critiquer ma mentalité de pénurie concernant l'argent. Mon dernier geste a consisté à laisser une capture d'écran imprimée de son message texte bloque-moi pour que je ne sois pas tenté de continuer à discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas attaché à la cafetière avec une note manuscrite indiquant demande honorée et appréciée Mitchell avant de la bloquer sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour assurer une séparation complète des communications. À 18 h ce soir-là, j'étais installé dans un logement d'entreprise meublé à 3 pâtés de maison du bâtiment de la capitale de l'État, entouré de mes affaires relocalisées et éprouvant un sentiment de soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des mois de dynamique relationnelle de plus en plus toxique et de critique constante de mes choix de carrière.
Le logement d'entreprise était entièrement meublé avec des équipements modernes et coûtait beaucoup moins cher que ma part de notre loft du centre-ville, me laissant avec de l'argent supplémentaire chaque mois que je pouvais réellement économiser au lieu de le dépenser pour les fantasmes entrepreneuriaux et les préférences de style de vie de luxe de quelqu'un d'autre. J'ai passé la nuit de jeudi à organiser mes affaires dans le nouvel espace et à calculer combien d'argent j'économiserais mensuellement sans financer les séances de coaching d'affaires d'Iris, les événements de réseautage et les habitudes d'épicerie biologique qui avaient consommé des centaines de dollars chaque mois pendant des années. Le soulagement financier a été immédiat et substantiel, mais le soulagement émotionnel d'échapper à la critique constante et à la condescendance semblait encore plus précieux que les économies monétaires. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais me détendre dans mon propre espace de vie sans entendre de conférences sur ma pensée limitée ou voir mes choix de carrière comparés défavorablement à des alternatives plus entrepreneuriales. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise dans un restaurant que j'appréciais réellement au lieu des endroits biologiques coûteux qu'Iris préférait. J'ai ouvert une bière qui coûtait moins de 15 $ et j'ai regardé un documentaire sur l'infrastructure municipale qu'elle aurait rejetée comme de la propagande gouvernementale ennuyeuse. Le silence dans mon appartement était paisible plutôt que tendu, et j'ai réalisé à quel point je portais du stress à force de défendre constamment mes choix de vie face à quelqu'un qui avait décidé que je n'étais pas assez ambitieux pour ces normes nouvellement élevées. Le vendredi matin a apporté la phase de découverte inévitable lorsqu'Iris est revenue de sa retraite prolongée pour trouver un appartement complètement vide et ma note d'adieu expliquant que j'avais honoré sa demande de séparation complète des communications. Iris est revenue de son expérience transformatrice à Aspen pour découvrir notre loft complètement vide et a immédiatement contacté la sécurité de l'immeuble, prétendant qu'un cambriolage potentiel s'était produit avant de trouver ma note d'adieu soigneusement formulée expliquant que j'avais simplement honoré sa demande explicite de ne plus communiquer. Selon mes anciens voisins, elle a passé plus d'1 heure au téléphone avec le bureau de gestion de la propriété exigeant des explications sur le transfert de bail et les changements de services publics avant de réaliser apparemment que tout avait été géré légalement et professionnellement par les voies appropriées. Incapable de me joindre via son numéro de téléphone bloqué et ses comptes de réseaux sociaux, elle a immédiatement lancé une campagne de poursuite numérique agressive utilisant des adresses e-mail jetables et des téléphones empruntés aux participants de sa retraite qui étaient encore à Denver. La première vague de messages est arrivée via un compte Gmail que je n'avais jamais vu auparavant avec des lignes d'objets allant de urgence besoin de parler immédiatement à problème juridique avec la situation de l'appartement et tu ne peux pas juste abandonner nos responsabilités partagées. Sa stratégie de communication initiale se concentrait sur la fureur et les menaces juridiques implicites, insistant sur le fait que mon retrait systématique des biens partagés constituait un vol et qu'abandonner nos obligations de bail pouvait entraîner de graves conséquences financières pour nous deux. Elle a exigé que je la contacte immédiatement pour discuter de la division appropriée des actifs et des responsabilités, affirmant que ma prise de décision unilatérale avait créé un cauchemar juridique qui nécessitait une résolution immédiate par une conversation d'adultes. Lorsque j'ai maintenu un silence complet et que je n'ai répondu à aucune de ses sollicitations numériques de plus en plus frénétiques, sa stratégie de messagerie a évolué des menaces aux tactiques de manipulation impliquant des promesses de transformation personnelle et la reconnaissance des erreurs passées. La deuxième vague de communication envoyée depuis divers téléphones empruntés tout au long de sa première semaine de retour à Denver se concentrait sur le blâme de l'influence toxique de Savannah pour avoir corrompu sa perspective sur notre relation et l'avoir convaincue de prendre des décisions qu'elle regrettait, maintenant soi-disant profondément. Selon ces messages révisés, la retraite d'affaires l'avait en fait aidé à réaliser que la stabilité financière et le partenariat constant étaient plus précieux que le réseautage entrepreneurial et le coaching de mentalité d'abondance. Elle a affirmé avoir mis fin à son association avec le groupe de Savannah après avoir reconnu comment leur influence avait empoisonné son appréciation pour tout ce que j'avais fourni au cours de nos 4 années ensemble. Elle a supplié pour une occasion de démontrer sa nouvelle appréciation pour mon revenu stable, mon caractère fiable et mon approche pratique pour construire un avenir sûr ensemble. Lorsque j'ai continué d'honorer sa demande initiale d'une séparation complète des communications, Iris est passée à la création de messages vocaux élaborés envoyés depuis des numéros inconnus détaillant son profond regret et sa nouvelle compréhension de combien elle avait tenu mon soutien pour acquis au fil des ans. Ces enregistrements de plus en plus désespérés décrivaient sa panique financière en découvrant le coût total du maintien de notre loft de manière indépendante, sa lutte pour remplacer les meubles et les appareils que j'avais retirés, et sa réalisation croissante que mon emploi municipal représentait exactement le genre de stabilité que les relations réussies exigeaient. Elle a promis un changement complet d'attitude, un respect renouvelé pour le travail gouvernemental et une volonté de contribuer également aux dépenses du ménage si j'acceptais juste de la rencontrer pour un café et de discuter de la reconstruction de notre partenariat à partir de zéro avec des dynamiques plus saines. Les messages vocaux devenaient plus longs et plus émotionnels chaque jour, durant parfois 15 minutes,
alors qu'elle détaillait des souvenirs spécifiques de notre début de relation et promettait de redevenir la petite amie solidaire dont j'étais tombé amoureux avant que l'influence de Savannah ne corrompe sa pensée. Ces dernières tentatives impliquaient la création de fausses demandes commerciales envoyées à mon email professionnel, prétendant représenter des clients de planification d'événements qui avaient besoin d'une consultation budgétaire municipale pour des rassemblements d'entreprises, espérant me piéger pour que je réponde à ce qui semblait être une sollicitation professionnelle légitime, mais qui étaient en fait des tentatives désespérées de rétablir le contact par le biais de mon lieu de travail. Ces emails commerciaux fabriqués étaient particulièrement pathétiques car ils démontraient à la fois son illusion continue sur mes responsabilités professionnelles réelles et sa volonté de nuire potentiellement à ma réputation professionnelle dans la poursuite d'une réconciliation personnelle. J'ai transféré ces fausses demandes à mon superviseur avec une brève explication sur la campagne de harcèlement de mon ex-petite amie, m'assurant que mon lieu de travail était au courant de la situation et pourrait filtrer toute future tentative de contact par les canaux appropriés. L'ironie de son désespoir ne m'échappait pas, considérant que quelques semaines plus tôt, elle avait eu honte de me présenter à des partenaires commerciaux potentiels parce que mon emploi gouvernemental la faisait paraître sans ambition au contact de réseautage entrepreneurial. Maintenant qu'elle faisait face à la réalité de payer $2 400 de loyer mensuel sans mon soutien financier, mon revenu municipal stable s'était apparemment transformé d'un handicap en quelque chose valant la peine de supplier pour le récupérer. Sa panique à l'idée de perdre l'accès à ma stabilité financière a révélé exactement ce que j'avais soupçonné au cours de nos derniers mois ensemble, qu'elle évaluait notre relation principalement comme un arrangement économique plutôt que comme un partenariat émotionnel fondé sur le respect mutuel et des objectifs partagés. La femme qui avait critiqué ma pensée de pénurie et ma vision de carrière limitée créait maintenant de faux comptes de messagerie et empruntait des téléphones à des inconnus dans des tentatives désespérées de renouer avec la sécurité financière qu'elle avait si négligemment rejetée. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait été forcée de retourner vivre chez ses parents après seulement 2 semaines à essayer de maintenir le loft du centre-ville de manière indépendante, abandonnant le style de vie et le quartier qui avaient été si importants pour son réseautage et ses efforts de développement commercial. La confiance inspirée par la retraite et la mentalité d'abondance qui l'avait convaincu de mettre fin à notre relation ne s'étendait apparemment pas à la couverture des dépenses de subsistance de base sans ma subvention. Ses amis entrepreneurs du cercle de Savannah avaient disparu de manière prévisible une fois qu'elle ne pouvait plus se permettre les restaurants chers et les événements de réseautage qui maintiennent ses relations d'affaires superficielles. J'ai maintenu un silence radio complet à chaque escalade de ses tentatives de contact, traitant son harcèlement persistant comme une confirmation que j'avais pris exactement la bonne décision en honorant sa demande initiale de bloquer toute communication de façon permanente. Au cours des 10 mois suivants, j'ai canalisé chaque once d'énergie auparavant gaspillée dans le drame relationnel pour diriger une initiative complète de réforme du budget de la ville qui aboutirait finalement à ma promotion au poste d'analyste fiscal principal avec une augmentation de salaire de 35% et une reconnaissance dans tout le réseau gouvernemental municipal du Colorado. Le projet de réforme budgétaire impliquait d'analyser des décennies de modèles de dépenses, d'identifier les inefficacités dans les allocations départementales et de développer des processus simplifiés qui permettraient aux contribuables de Denver d'économiser plus de $2 millions par an tout en améliorant la prestation de services dans plusieurs départements de la ville. Mon approche systématique de l'analyse, la même pensée méthodique qu'Iris avait critiquée comme limitante et sans ambition, s'est avérée inestimable pour identifier des opportunités d'économie de coûts que les analystes précédents avaient négligées pendant des années d'ajustement budgétaire progressif. Le projet a nécessité une collaboration approfondie avec les chefs de service, les membres du conseil municipal et les cabinets d'audit externes, me donnant une visibilité auprès de la haute direction et démontrant ma capacité à gérer des initiatives financières complexes qui impactaient l'ensemble de l'opération municipale. Ma promotion s'est accompagnée de responsabilités accrues en matière de planification stratégique et de surveillance budgétaire, ainsi qu'une augmentation de salaire substantielle qui a poussé mon revenu annuel bien au-dessus des 6 chiffres pour la première fois de ma carrière. L'ironie ne m'échappait pas que ma mentalité gouvernementale et ma pensée de pénurie avaient généré plus d'avancement de carrière réel en 10 mois qu'Iris n'en avait obtenu grâce à des années d'événements de réseautage et de séances de coaching d'abondance. J'ai déménagé dans un appartement moderne au centre-ville avec vue sur les montagnes et beaucoup plus d'espace que notre ancien loft, payant moins de loyer tout en profitant d'équipements qu'Iris aurait enviés pendant ses phases les plus matérialistes. Le bâtiment disposait d'une terrasse sur le toit, d'un centre de fitness et d'un parking souterrain, des luxes que je pouvais maintenant facilement me permettre sans subventionner les fantasmes entrepreneuriaux et les aspirations de style de vie de quelqu'un d'autre qui ne se traduisait jamais par une génération de revenus réels. J'ai commencé à m'entraîner pour le cyclisme de compétition,
rejoignant un club local qui participait à des courses régionales et organisait des sorties en montagne le week-end qui défiaient mon endurance tout en me connectant avec des individus orientés vers des objectifs qui partageaient des intérêts similaires pour la réussite personnelle et les activités de plein air. Le groupe de cyclisme comprenait des ingénieurs, des professionnels de la santé, des propriétaires d'entreprises et d'autres employés municipaux qui appréciaient le dévouement, l'entraînement constant et la satisfaction d'atteindre des objectifs de performance mesurables grâce à un effort soutenu dans le temps. Grâce au cyclisme, j'ai découvert l'escalade et rejoint un club d'escalade professionnel qui se réunissait 2 fois par semaine dans des gymnases intérieurs et organisait des voyages le week-end vers des zones d'escalade naturelle dans tout le Colorado et les États voisins. Ces activités remplissaient mes soirées et mes week-ends de défis physiques utiles et de connexions sociales basées sur des intérêts communs plutôt que sur le réseautage d'affaires ou des stratégies d'avancement financier qui privilégiaient l'établissement de relations superficielles sur une véritable compatibilité et le respect mutuel. Pendant ce temps, la situation d'Iris continuait de se détériorer alors qu'elle luttait pour maintenir un semblant du style de vie entrepreneurial qu'elle avait priorisé par rapport à la stabilité de notre relation et à notre sécurité financière. Par des amis communs qui ne pouvaient s'empêcher de partager des mises à jour malgré mon manque total d'intérêt, j'ai appris qu'elle avait été forcée d'abandonner le loft du centre-ville après seulement 2 semaines et avait déménagé à contre-cœur dans la maison de ranch de ses parents dans le Colorado rural, à plus d'1 heure du quartier des affaires de Denver. Ses parents, des gens pratiques qui avaient travaillé dans des emplois traditionnels toute leur vie, avaient apparemment peu de patience pour sa philosophie de mentalité d'abondance et s'attendaient à ce qu'elle contribue aux dépenses du ménage tout en vivant dans leur chambre d'amis à 27 ans. Le cercle d'entrepreneurs de Savannah l'a abandonnée de manière prévisible une fois qu'elle ne pouvait plus se permettre les restaurants chers, les événements de réseautage premium et les séances de coaching d'affaires qui maintenaient ses connexions superficielles basées sur la participation financière plutôt que sur de véritables partenariats commerciaux ou d'amitié. La communauté de la mentalité d'abondance qui l'avait convaincu de prioriser le réseautage entrepreneurial sur la stabilité relationnelle s'est avérée être exactement aussi transactionnelle et superficielle que je l'avais soupçonné lors de ma brève exposition à leur philosophie et à leurs pratiques commerciales. L'entreprise de planification d'événements d'Iris, qui n'avait jamais généré de revenus constants même avec mon soutien financier couvrant toutes ses dépenses de subsistance, s'est complètement effondrée une fois qu'elle a perdu l'accès à l'emplacement du centre-ville et à l'image professionnelle qui avait permis ses efforts limités d'acquisition de clients. L'adresse rurale de ses parents rendait le service aux clients de Denver peu pratique, et elle manquait de la base commerciale et des ressources financières pour reconstruire sa clientèle à partir de leur emplacement éloigné sans le style de vie et l'accès au réseautage que mon revenu avait précédemment fourni. J'ai maintenu un silence radio complet malgré ces tentatives persistantes de me joindre par l'intermédiaire de collègues de travail, de relations mutuelles et même de fausses demandes de consultation professionnelle qu'elle soumettait via les forums de planification de la ville et les systèmes de demande de budget municipal. Mon superviseur avait informé tout notre département de la situation de harcèlement, s'assurant que toute tentative de contact était immédiatement identifiée et redirigée sans m'atteindre personnellement. Le service juridique de la ville avait préparé des protocoles de réponse standards pour traiter les ex-partenaires qui tentaient d'abuser des canaux de communication officiels, traitant ces efforts comme un problème de sécurité mineur qui nécessitait une documentation mais ne posait aucune menace sérieuse aux opérations du lieu de travail. Son désespoir était devenu une source d'humour de bureau parmi mes collègues, qui appréciaient l'ironie de quelqu'un qui avait critiqué le travail gouvernemental tentant maintenant désespérément d'infiltrer les systèmes de communication gouvernementaux à la poursuite d'une réconciliation personnelle. J'ai appris par des amis cyclistes qui avaient des liens lâches avec la communauté entrepreneuriale de Denver qu'Iris était devenue une sorte d'histoire d'avertissement parmi les adeptes restants de Savannah, un exemple de ce qui se passait lorsque la pensée d'abondance n'était pas soutenue par des compétences commerciales réelles ou une discipline financière. Apparemment, sa descente rapide du style de vie de loft au centre-ville à la chambre d'amis des parents avait sapé sa crédibilité au sein de la communauté de développement personnel qui valorisait le succès matériel comme preuve d'un état d'esprit approprié et d'une pensée stratégique. Le même groupe qui l'avait encouragé à me quitter pour avoir limité son potentiel utilisait maintenant sa situation comme exemple de la façon dont la pensée négative et les mauvais choix relationnels pouvaient faire dérailler les progrès entrepreneuriaux et les efforts de manifestation. Son histoire était devenue un moment d'enseignement sur l'importance de maintenir des partenariats de soutien tout en poursuivant la croissance de l'entreprise, bien qu'ils aient complètement manqué la véritable leçon sur le traitement des gens avec un respect et une appréciation fondamentaux plutôt que de les voir comme des ressources consommables. Lors de la cérémonie des prix de leadership municipal du Colorado, où j'ai reçu une reconnaissance officielle pour mon projet de réforme budgétaire qui avait permis aux contribuables de Denver d'économiser plus de 2 millions de dollars par an, j'ai découvert Iris travaillant comme coordinatrice d'événements indépendante pour le service de traiteur du lieu,
portant le même type d'uniforme de l'industrie des services qu'elle considérait autrefois en dessous de ses aspirations entrepreneuriales. Le dîner de remise des prix se tenait dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Denver, et j'étais assis à la table d'honneur avec d'autres dirigeants municipaux et membres du conseil municipal qui avaient soutenu mes initiatives de réforme tout au long du processus de mise en œuvre. Je portais le nouveau costume que j'avais acheté pour l'occasion, payé avec de l'argent que je pouvais maintenant me permettre de dépenser pour des améliorations de garde-robe professionnelle plutôt que de subventionner les séances de coaching d'affaires et les frais de participation aux événements de réseautage de quelqu'un d'autre. Lors de la réception cocktail avant le dîner, alors que je discutais des stratégies d'optimisation budgétaire avec des représentants d'autres municipalités du Colorado qui souhaitaient mettre en œuvre des réformes similaires, j'ai remarqué une silhouette familière se déplaçant efficacement entre les tables, gérant la logistique de la restauration et se coordonnant avec le personnel de l'hôtel sur le calendrier du service et les restrictions alimentaires. Iris semblait visiblement stressée et considérablement plus mince que dans mon souvenir, portant l'uniforme noir standard qui l'identifiait comme personnel d'événements temporaires plutôt que les tenues de réseautage de créateurs qu'elle insistait autrefois être essentielles pour faire de bonnes impressions commerciales. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique au lieu du style élaboré qu'elle maintenait pour les événements entrepreneuriaux, et elle se déplaçait avec l'efficacité pressée de quelqu'un concentré sur l'achèvement des tâches assignées plutôt que sur l'établissement de relations commerciales stratégiques. Elle m'a repéré pendant la réception alors que je parlais avec le directeur du budget de Colorado Springs des stratégies de réduction des coûts municipaux, et nos yeux se sont croisés à travers la pièce pendant juste un instant avant qu'elle ne détourne rapidement le regard et continue d'organiser les fournitures de restauration. Après le dîner, alors que les participants se mêlaient et discutaient des diverses présentations de prix, Iris s'est approchée de ma table pendant un bref moment où j'étais debout seul, examinant des notes de conversation avec d'autres analystes fiscaux qui avaient exprimé leur intérêt à collaborer sur de futurs projets. Elle s'est avancée avec hésitation, clairement nerveuse à l'idée d'initier le contact après des mois de silence radio complet de ma part, et a demandé une discussion privée pour tout arranger entre nous, utilisant un langage qui suggérait qu'elle avait répété cette rencontre potentielle depuis des semaines ou peut-être des mois. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle expliquait qu'elle travaillait sur plusieurs contrats de traiteur pour payer le loyer de ses parents et couvrir les dépenses de subsistance de base, un changement radical par rapport au style de vie qu'elle avait maintenu avec mon soutien financier tout en poursuivant ses rêves entrepreneuriaux et le coaching de mentalité d'abondance. Elle a désespérément demandé juste 5 minutes de mon temps pour expliquer combien elle avait appris sur ce qui comptait vraiment dans les relations, promettant qu'elle comprenait enfin la valeur de la stabilité et du partenariat constant par rapport au réseautage entrepreneurial qui avait détruit notre relation de 4 ans. J'ai calmement expliqué que ces tentatives continuent de me contacter par divers canaux, y compris de fausses demandes commerciales envoyées à mon lieu de travail, constituaient un harcèlement que je documentais pour d'éventuelles procédures d'ordonnance restrictive si le comportement continuait au-delà de cet avertissement final. Lorsqu'Iris s'est effondrée émotionnellement et m'a supplié de me souvenir des bons moments que nous avions partagés au cours de nos premières années ensemble avant que l'influence de Savannah ne corrompe sa perspective, je l'ai présentée à ma petite amie Laurel, une talentueuse planificatrice de développement urbain que j'avais rencontrée par le biais de mon groupe d'escalade 6 mois plus tôt. Laurel représentait tout ce qu'Iris n'avait pas réussi à devenir pendant notre relation, professionnellement accomplie, financièrement indépendante, véritablement favorable à mes réalisations professionnelles et intéressée à construire quelque chose de significatif ensemble plutôt que d'utiliser le partenariat comme un tremplin vers de plus grandes opportunités imaginées. J'ai conclu notre interaction en remerciant Iris pour le message texte bloque-moi pour que je ne sois pas tenté de continuer à discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas, expliquant que c'était le conseil le plus précieux qu'elle m'ait jamais fourni et confirmant que je prévoyais de le suivre en permanence, quelle que soit sa situation actuelle ou sa nouvelle appréciation de ce que nous avions eu ensemble. Le contraste entre nos situations n'aurait pas pu être plus dramatique ou satisfaisant, debout là dans mon costume sur mesure, venant de recevoir une reconnaissance municipale pour une réussite professionnelle, présentant ma petite amie accomplie à mon ex qui travaillait au service de traiteur pour payer un loyer chez ses parents. Laurel a géré l'introduction maladroite avec un professionnalisme gracieux, faisant la conversation polie sur la logistique de l'événement tout en comprenant clairement l'importance de rencontrer la femme qui avait autrefois critiqué mes choix de carrière et rejeté mon potentiel de succès significatif. Après qu'Iris se soit éloignée pour continuer ses tâches de restauration, Laurel a serré mon bras et a mentionné à quel point elle était fière de mes réalisations et combien elle appréciait de faire partie de ma célébration professionnelle, chose qu'Iris n'avait jamais démontrée au cours de nos 4 années ensemble. La soirée s'est terminée par plusieurs dirigeants municipaux exprimant leur intérêt à m'embaucher pour des travaux de conseil sur leurs propres initiatives de réforme budgétaire, des opportunités qui compléteraient mon salaire déjà augmenté avec un revenu supplémentaire provenant d'une expertise qu'Iris avait autrefois rejetée comme un travail gouvernemental ennuyeux.
En rentrant chez nous dans notre appartement partagé par la suite, j'ai réfléchi à la symétrie parfaite de rencontrer Iris lors d'un événement célébrant le succès de carrière qu'elle m'avait autrefois empêché d'apprécier pleinement et de poursuivre avec confiance. La femme qui avait insisté sur le fait que ma mentalité gouvernementale limitait notre potentiel servait maintenant des apéritifs lors d'un événement honorant mon expertise gouvernementale, pendant que j'étais assis à la table d'honneur avec les dirigeants municipaux du Colorado discutant de la mise en œuvre à l'échelle de l'État de mes stratégies de réforme budgétaire. Son appel désespéré à se souvenir de nos bons moments semblait particulièrement creux étant donné qu'elle avait systématiquement détruit ses souvenirs par des mois de critiques, de condescendance et d'abandon ultime lorsqu'elle pensait avoir trouvé des opportunités plus prometteuses. L'ironie qu'elle travaille dans plusieurs emplois de traiteur pour survivre alors que je recevais des prix pour le type exact de pensée analytique qu'elle rejetait comme sans ambition ne m'échappait pas, ni le fait que son parcours entrepreneurial l'avait menée directement au travail dans l'industrie des services qui payait beaucoup moins que mon poste gouvernemental supposément limitant. Laurel et moi avons passé le trajet du retour à discuter de notre prochain voyage de randonnée au Parc national des Montagnes Rocheuses et de son dernier projet de développement urbain, des conversations qui me rappelaient à quel point il était rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui célébrait mes réalisations plutôt que de les traiter comme des obstacles à son propre avancement. Cette nuit-là, alors que je regardais ma plaque de récompense et réfléchissais à l'année écoulée depuis qu'Iris avait exigé que je bloque son contact, j'ai réalisé que son influence toxique avait été la seule chose limitant véritablement mon potentiel tant pour la croissance professionnelle que personnelle.